Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 14e épisode du Bistrot d'Allez LOSC, saison 2. L'émission des supporters du LOSC, réalisée par le site Allez LOSC et les Dogs du Net, que nous vous proposons chaque semaine sur la page Facebook du Bistrot d'Allez LOSC et sur le groupe Allez le LOSC. Au sommaire cette semaine, pour cette dernière émission de l'année, donc nous reviendrons sur le match de Coupe de France, un LOSC sérieux face à Auxerre. Ensuite, nous analyserons le peut-être prochain match de Ligue 1, donc Bordeaux-Lille, terminé l'année par le Gérard Lopez-Ico. Et enfin, pour finir cette émission d'avant Noël, nous nous poserons une question avant cette trêve. Faut-il avoir peur du mercato? Alors, vous voyez, nous sommes peu nombreux ce soir pour l'instant, on attend des renforts, mais les meilleurs sont là, les autres sont partis au sport d'hiver, sont partis en vacances. Donc nous avons Christophe, qui sera simplement Christophe ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Il a défloré un secret, le deuxième pilier présent ce soir, ce sera Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que vous pouvez réagir en direct dans l'émission sur les réseaux sociaux, sur le Facebook notamment du groupe Allez LOSC et sur la page du bistrot. Vous avez déjà réagi sur le forum d'Allez le LOSC et nous essaierons de relayer vos questions, finalement vos interrogations ou vos remarques durant toute l'émission. Je vous rappelle que comme chaque semaine, nous avons deux places à vous faire gagner. Et cette fois-ci, pour le prochain match de championnat à domicile Lille-Lorient. Donc, nous vous poserons la question, comme d'habitude. Le premier qui répond remporte les deux places en tribune active. Avant de rentrer dans Cette le fois-ci, pour le prochain match de championnat... Ah, il y a un retour. Je ne sais pas ce qui se passe précisément. Voilà, il est parti. Le retour est parti aussi vite qu'il est arrivé. Donc, je vous disais que c'était la dernière émission de l'année. Pas tout à fait. Nous avons une surprise pour vous. Alors, je vais vous l'annoncer tout de suite. On l'a déjà annoncé d'ailleurs hier en direct à la radio sur France Bleu. Nous allons vous proposer en fin de semaine, au moment du week-end de Noël, une émission du bistrot un peu particulière. Une émission du bistrot dédiée aux enfants. 4 invités enfants qui seront présents dans ce qu'on a appelé la cantine d'Allez le LOSC, donc qui sera diffusée pas tout à fait en direct, mais enregistrée en direct et diffusée directement sur la page YouTube de l'émission. Donc 4 enfants et un invité exceptionnel pour cette période de Noël. On aura plaisir d'accueillir Fernando D'Amico. Donc rendez-vous donc en fin de semaine, on vous en dira plus à la fin de l'émission et on vous enverra les liens sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait le tour de cette longue introduction et on peut passer finalement à la première partie de l'émission. Coupe de France, un LOSC sérieux face à Auxerre. Qu'avez-vous pensé de ce match? On va commencer peut-être par Julien. Tu étais au stade, je pense. Il est parti. C'était la question j'ai dû le fâcher, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, Christophe, je vais me tourner vers toi. Qu'as-tu pensé de ce match dans son ensemble? Est-ce que tu as trouvé que Lille a maîtrisé son sujet? Oui, je pense que l'essentiel était fait en première mi-temps. On a essentiellement vu une belle première et un Lille dans le contrôle pour la deuxième. J'ai d'ailleurs recherché quelques stats là vite fait. J'en ai trouvé quelques-unes. On a vraiment eu à faire un match. Je pense que ça s'est équilibré au niveau de la deuxième mi-temps, mais si ça t'intéresse un petit peu, j'ai trouvé quelques stats. Donc la possession est à 50-50 sur le match. Je pense que ça ne reflète pas tout à fait ce qu'on a pu voir au stade. Par contre, on a 12 tirs à 7 pour Lille. En tir cadré, on a 8 tirs pour Lille, 2 tirs pour Auxerre cadré. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est les tirs dans la surface. Ça ne nous arrive pas forcément beaucoup. On a tiré 10 fois au but dans la surface et on a un arrêt de gardien contre 5 pour le gardien d'Auxerre. Voilà les quelques stats que j'ai pu trouver et je trouve que ça... Bon, c'est pas forcément sur la possession que ça s'est joué, mais on a maîtrisé quand même pas mal en première mi-temps en tout cas.
Julien, es-tu d'accord avec cette analyse? Comment analyses-tu finalement la façon d'avoir considéré ce match par l'équipe lilloise? Ton micro est coupé. Désolé. Je suis à Saint-André-les-Lilles, donc évidemment la connexion est mauvaise, hein. Je fais le tour de France, ça capte partout, mais pas ici. Ah, il fait genre Euh, la connexion est mauvaise alors qu'il a tout simplement oublié de couper son micro. Non, mais t'as bien vu que ça a coupé tout à l'heure. Bah écoute, non, avant de parler de football, moi je voudrais te faire part de mon mécontentement et du mécontentement, je pense, d'un bon 5000 personnes, parce que je pense que ça correspond à peu près à ça sur les 12 000 personnes. Il y a au moins 5000 personnes qui sont arrivées en retard à ce match parce que les durées d'entrée au stade étaient juste complètement hallucinantes. Euh, Personnellement, j'ai mis une demi-heure à rentrer au stade, un peu plus d'une demi-heure d'ailleurs, 35 minutes, parce qu'on était avec Christophe, on s'est mis dans la queue à 18 heures et on est rentré dans le stade à 18h35. Et c'est vraiment, c'est minable. On sait, parce que des gens ont pu en parler hein, sur les réseaux sociaux, que c'est le LOSC hein, qui gère ça avec la société ACA et la société de sécurité Agora. Et c'est le LOSC qui a demandé à ce qu'il y ait peu d'agents ce soir-là. C'est-à-dire 5 fois moins que d'habitude. Et d'habitude, et ça faisait déjà partie d'un ras-le-bol précédent, d'habitude, on met déjà beaucoup de temps. On met entre un quart d'heure et 20 minutes à rentrer, tellement les process sont longs. Et là, on n'avait que une seule porte ouverte au niveau de la tribune Est, qui était quand même complètement pleine dans sa partie basse, et une seule porte ouverte pour la tribune Nord, qui était elle aussi complètement pleine dans sa tribune basse. Donc, on voit clairement qu'il y avait une volonté sur ce match de la part de la direction du LOSC de faire des économies au détriment des supporters. Et c'est pas parce qu'on a payé nos places entre 5 et 10 euros qu'on a le droit d'être traité comme du bétail, parce que c'était vraiment ça. On a vraiment été traité comme du bétail. Et je sais, pour avoir discuté avec des gens qui sont rentrés à la 10e, à la 15e, à la 20e minute, tout en n'étant pas du tout arrivés en retard, si tu veux, au stade, que l'ambiance était extrêmement tendue à l'extérieur. Il y a des gens qui ont failli en venir aux mains. Tu as des pauvres gars de la sécurité et de l'accueil qui se font insulter alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est pas de leur faute s'ils sont pas assez nombreux. C'est la direction qui fait des économies de bout de chandelle. Et alors qu'on vient d'annoncer des gains de 65 millions avec la Champions League, on fait des économies de quelques milliers d'euros, parce que c'est quand même bien de ça qu'on parle. On fait des économies de quelques milliers d'euros et on fait le choix vraiment volontaire d'accueillir hyper mal les supporters. Je trouve ça parfaitement dégueulasse de la part de la direction. Et, et derrière, ça va être compliqué pour eux de faire les pleurnichards en disant qu'ils ont du mal à remplir leur stade. Parce que quand tu reçois aussi mal tes supporters fidèles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand tu fais 12 000 spectateurs comme ça sur un match, il n'y a que les plus fidèles qui sont là. Quand tu les reçois aussi mal, il ne faut pas être surpris d'avoir des difficultés à remplir ton stade. Ça, c'était pour pour le coup de gueule sur ce match. Tu as quand même Sinon, quelque chose à dire sur le match, rassure-moi. ouais. Sinon, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de Gourvenec qui a respecté cette Coupe de France, qui s'est donné la chance de gagner le match en mettant quasiment l'équipe type au démarrage. Les mecs ont fait le job de manière disciplinée, de manière sérieuse. Le match était, on pourrait ainsi dire, plié à la mi-temps. Et après, il a fait tourner. Je trouve vraiment ça bien. Je le dis souvent dans l'émission, moi, la Coupe de France, c'est ce que je préfère dans le football français. C'est ce qui m'émeut le plus parce que au mois de juillet, tous les clubs français ont une chance de remporter cette coupe. C'est vraiment la dernière compétition où le football amateur a sa place. C'est la dernière compétition où il y a une vraie universalité du sport. D'ailleurs, renforcée avec le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de prolongation, ce qui est favorable aux clubs amateurs, et je trouve ça super bien, parce qu'évidemment, les clubs professionnels sont mieux préparés physiquement et sont mieux à même de tenir des prolongations. Et là, maintenant, on bascule directement sur les pénaltys. Je trouve ça très bien, parce que c'est favorable au foot amateur. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'étais hyper content du choix de Gourvenec de la jouer. Et j'étais déçu de la part de Furlan d'avoir autant fait tourner, parce qu'on a vraiment eu une équipe B d'Auxerre, jeune, talentueuse, courageuse, mais vraiment trop courte pour affronter un club comme Lille
qui est un club qui a fini premier de son groupe de Champions League et qui va jouer un huitième de finale de Champions League, quoi. Et franchement, en première mi-temps, c'était suffisamment sérieux de la part du LOSC pour que ça ressemble à ça, vraiment, à une petite équipe face à une belle équipe européenne. Alors, tu parlais de la nouveauté du règlement, donc l'enchaînement directement après les 90 minutes de la séance de tir au but. C'est vrai que c'est une innovation qui est originale, même si finalement, quand on regarde les qualifiés et les surprises, il n'y a pas eu une inflation de surprises par rapport à ce qu'on voit habituellement. Je crois qu'il n'y a que deux clubs de Ligue 1 qui ont été éliminés, hein, Metz de mémoire et Angers, dont Angers qui d'ailleurs pas du tout après les tirs au but. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à plus de surprises et finalement il y en a eu assez peu. La 3 est hiérarchie. éliminé, non? Et Aussi? trois également. Je Trois. dis une bêtise, mais j'avais oublié qu'ils étaient en Ligue 1. Les trois Merci étaient. pour Adil Rami. Merci pour Adil. Mais c'est peut-être lui qui a raté les pénaltys. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le Non, résumé du match. Donc il a mis son péno. il a mis son pédo. Voilà. Christophe est toujours au fait de toutes les informations. Alors, on a déjà des réactions, hein, sur les réseaux sociaux. On a Gildas qui est parmi nous et qui nous revient en fait sur plusieurs sujets. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver. Donc, d'abord, il nous demande si les piliers absents sont partis au ski ou s'ils ont le Covid. Ah, Ils sont peut-être partis au ski avec le Covid. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, il y a quelques absences à déplorer aujourd'hui. Nous avons, alors, il nous parle également, alors je suis embêté avec mes commentaires, j'ai du mal à les lire correctement. Euh, Excusez-moi, je suis tu les vois perturbé. pas? Tu les trouves? Ben, je les trouve pas, ils ont disparu, mes commentaires. Ah. Alors, bon, je vais les faire de mémoire. Donc, Gildas qui nous dit également qu'il nous parle de la durée pour entrer au stade et il nous dit que là aussi, les fidèles supporters ne sont pas forcément toujours récompensés. Il fait référence notamment à la vente des places pour Chelsea qui a privilégié les abonnés, certes, mais la vente en grand public et notamment la vente pour ceux qui avaient acheté un pass pour la Ligue des Champions n'a pas été très concluante, visiblement. Il y a eu beaucoup de déceptions. Beaucoup n'ont pas reçu leur code comme quoi ils avaient acheté des passes Ligue des Champions et n'ont pas pu acheter. Et les quelques places qui restaient sont parties assez vite cet après-midi. Je crois que nous sommes arrivés à 40 000 places vendues pour le match. C'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cet engouement, ça, comment vous l'analysez? Il était attendu, hein. Il y a eu une vraie déception au moment du tirage au sort parce qu'on s'est pris quasiment une poule d'Europa League. Si tu compares au club, par exemple, qu'on rencontrait Marseille cette année, Marseille en Europa League avait une poule de Champions League et nous, on s'est plutôt retrouvé avec une poule d'Europa League dans les noms des clubs. Hein. Ça a été du football de haut niveau et ça a bien été du niveau de Champions League, mais les noms n'étaient pas ronflants et c'était des noms qui ont du mal à faire remplir un stade. Là, c'est Chelsea, c'est le tenant du titre. C'est un huitième de finale, c'est unique. Moi, je suis pas surpris qu'après que les abonnés aient pu prendre 2 places chacun. Et de mémoire, on est 22 ou 23 000 abonnés cette année. Donc après que les abonnés aient pu prendre 2 places chacun et que ceux qui avaient pris des packs aient pu prendre des places, les 40 000 places aient été écoulées, sachant que les 10 000, c'est un choix aujourd'hui du LOSC de bloquer, dans l'attente de savoir s'il faut garder des places pour les supporters londoniens et pour le contingent de places de l'UEFA aussi, qui garde beaucoup de places pour les sponsors et les institutionnels de l'UEFA. Christophe, tu as eu tes places pour Chelsea? Bah oui, a priori, oui, ça c'est bon. Après, ben voilà, j'espère que l'ambiance sera au rendez-vous, ça j'en doute pas, parce que ça s'est tellement précipité. Puis tous les gens qui cherchent actuellement sur les réseaux sociaux sont vraiment des gens qui suivent vraiment le LOSC. Beaucoup sont déçus justement de ne pas avoir de place, mais voilà, en espérant pour eux que la remise en vente, en tout cas, se fera assez vite par le club et que les décisions seront prises effectivement pour les déplacements, notamment anglais, et que les gens puissent s'organiser un petit peu mieux que ce qui est fait là actuellement. Bon, Une remarque peut-être sur cette histoire de difficulté à prendre les places de codes non reçus. Je l'ai vécu. Je me suis connecté à 12h25, hein, le jour où on pouvait reprendre les places. Donc, je me suis retrouvé dans la file d'attente
normalement. J'ai connu un délai d'attente long, mais qui était normal. Et il se trouve que j'ai un problème avec mes deux abonnements, puisque j'ai mon abonnement et celui de mon père, et qui m'ont enregistré sur le même nom, ce qui fait que je n'avais qu'un code pour me connecter et prendre 2 places, alors que j'avais le droit à 2 places par abonnement, donc à 4 places. Et à partir de 14 heures, j'ai appelé la billetterie et je les ai eus à 14h15. Donc, je suis resté un quart d'heure en ligne en attente, ce qui n'est pas énorme. J'ai eu un accueil très gentil d'une dame qui m'a tout de suite donné un code de secours pour que je puisse prendre 2 places. Donc, ça, c'était sympa. Sauf que j'ai pas eu les réductions sur ces codes. J'ai simplement pu prendre des places. Alors, bon, c'est 5 euros hein, que j'ai pas eu sur les places. Et elle m'a quand même fait part que ils avaient des difficultés récurrentes depuis le début de l'année, qu'il y avait eu énormément de bugs dans l'attribution dans l'attribution électronique des numéros d'abonnés, des noms d'abonnés, etc. Et encore une fois, je suis désolé, mais ça reboucle le même sujet, que d'économies de bout de chandelle en n'offrant pas cette année, pour la première fois aux supporters, leur carte d'abonnement. Et pour économiser quoi? 50 centimes de carte en plastique? Les abonnés n'ont pas pu avoir d'abonnement physique cette année. Si j'avais eu un abonnement physique cette année, évidemment, comme toutes les saisons, j'aurais eu un abonnement à mon nom et un abonnement au nom de mon père, ce qui n'est pas arrivé aujourd'hui à cause de ces problèmes électroniques, de ces problèmes techniques. Donc c'est vraiment frustrant de voir qu'on a une direction qui est autant à l'économie et dans toutes les strates du club, et même les supporters en payent le prix. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'ajouterais même que cette histoire de carte physique, enfin, c'est un souvenir. Moi, je les ai toutes collectionnées. J'ai tous mes abonnements, qui soient en carton, qui soient en micro-carte de crédit depuis 1994. Je les ai tous gardés précieusement. Et cette saison, comme un malheureux, à chaque match, je dois faire une impression papier de mes billets. Et en plus, c'est faire peser l'impression aux supporters. Au niveau écologie, c'est une catastrophe parce que enfin, la cartouche d'encre, je pense qu'elle est plus polluante qu'une petite carte en plastique en début d'année. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va sur le sujet des places, sur le sujet des attentes au stade et sur le sujet du traitement des supporters. Et je finirai par un dernier point sur le traitement des supporters. La boutique rue de Féderbe n'est plus que sur un niveau, car ils n'ont plus de cam. Ils n'ont plus rien. J'ai voulu acheter certains modèles, certains produits. Ils n'ont plus rien. Et ils n'ont plus rien parce qu'ils ont vendu là au mois de décembre la même quantité d'août à décembre que ce qu'ils ont vécu l'an dernier. Est-ce que vous allez avoir du réassort, monsieur de la boutique? Non, je ne crois pas. Il y a peu de chance. Donc, on va se retrouver avec des boutiques vides. On est champion en titre. On joue un 8e de finale de Champions League. C'est minable. Et pourquoi on fait ça? On est suffisamment ouvert sur les sujets économiques pour savoir que au moins tu as de stock, au plus joli est ton bilan. Et donc, on fait des économies sur les stocks, même à la boutique. Donc, enfin, on a quand même là 3 sujets où on se fout de la gueule du supporter et je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Donc, tu vois, sans connaître Olivier Létang, hein, cette politique-là, moi, elle commence vraiment à me gonfler. Sans faire de mauvais jeu de mots ou de mauvais jeu de noms, les économies sur les stocks, c'est pas bien. Les... Je pensais pas à toi. Non, non. Alors, on s'inquiétait au début de l'émission, on s'est dit à 3, est-ce qu'on va pouvoir tenir 1 heure? Mais en fait, finalement, Julien est en pleine forme, il a énormément de coups de gueule à donner et il réussit à meubler parfaitement cette première partie. On a à peine pas évoqué le sportif, je vous propose quand même de faire les tops et les flops de ce match contre Auxerre. Alors, Christophe, tu as été assez discret pour l'instant. Quels sont les joueurs que tu retiendrais pour ce match de Coupe de France Alors, et à la fois au niveau de Lille, à la fois au niveau d'Auxerre, et quels sont les joueurs finalement que tu mettrais un peu plus en retrait? alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi j'ai bien aimé le match de Bourac. Alors le public s'est un petit peu mis à mal ce joueur, notamment sur sa sortie, le fait qu'il ne soit pas revenu pour venir voir le public, encore une fois, il était fâché, il est rentré directement au vestiaire. On lui en a voulu, notamment sur une action avec une passe de David qui est complètement pourrie. Alors il ne marque pas, effectivement, il est maladroit, mais j'ai trouvé son match plutôt bien, avec toujours les hors-jeux, hein. Je crois qu'on a 5 hors-jeux, ça doit être 5 de lui ou peut-être un de Youssouf. Voilà. Après, j'ai trouvé peut-être Jonathan David pour une fois un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Enfin voilà, il fait ce qu'il faut, hein, mais voilà. Après, au milieu de terrain, le match d'Onana, assez intéressant en l'absence
de Benjamin André au début du match. J'ai trouvé une belle prestation. Puis après, en défense centrale, costaud. Bon, on prend un but. On était un petit peu loin. J'ai pas revu l'action. Je sais pas trop ce qui se passe sur le but, mais sinon, le match de Garbage a été sérieux. Il n'y a pas eu grand-chose à faire non plus. Donc voilà. Après, côté Auxerrois, je dois dire que là, je vais caler un petit peu. J'ai pas trop suivi. En plus, je dois dire que la deuxième mi-temps, on a vraiment fait la fête dans la tribune. Et pour ça, je voudrais quand même tirer mon chapeau à toute l'équipe des DVE qui a mis une ambiance dans le stade qui était vraiment sympa. Ça chantait, ça a mis une ambiance folle dans la tribune. Et on a eu surtout le retour de quelques anciens, notamment Fred qui était là, qui a lancé quelques chants. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et voilà, après, ouais, forcément, du côté des joueurs au Serrois, non, j'ai pas trop de joueurs à vous citer. Et une dernière chose, peut-être. Julien disait tout à l'heure que sa coupe préférée, c'était la Coupe de France, que Gourvenec avait ce qu'il fallait pour la jouer. Et on peut aussi rappeler que la Coupe de la Ligue n'existe plus, cette fameuse coupe qui ne servait pas à grand-chose, qui était réservée au football professionnel, qui pour moi n'avait pas un grand intérêt à part faire du pognon. Et le fait qu'on ait gardé justement cette coupe historique de la Coupe de France rajoute encore un petit peu plus à cette valeur. Et voilà. C'est pas faux. Maintenant, Christophe, je vais t'avouer, moi, ma coupe préférée, c'est ta coupe de cheveux. Julien, est-ce que tu as quelque chose à dire dans ta désignation des tops et des flops, hein? Bah, moi, ma coupe de cheveux préférée, c'est celle d'Onana, qui a le mérite d'être originale. Non, plus sérieusement, comme Christophe, Onana. Et bah, je citerai les autres remplaçants habituels que j'ai trouvés bons, bien en place. C'est très rassurant de les voir entrer en jeu comme ça, être efficace. Et donc, je citerai Angel Gomez et Gudmundsson dans mes tops, parce que voilà, globalement, ces trois joueurs qui ont beaucoup plus des rôles de remplaçants, et très clairement pour Angel qui n'a pas beaucoup joué, pour Gudmundsson qui a joué un petit peu plus et Onana encore un petit peu plus, mais ça reste quand même voilà, des apparitions avec parcimonie. Bah là, je les ai trouvés vraiment bien installés dans le système. Je les ai trouvés extrêmement jambes, extrêmement dynamiques. Et j'aime vraiment Gudmundsson. J'ai bon espoir que ça devienne un grand joueur et peut-être un pilier de notre équipe. Donc ça m'a fait plaisir. Et à Auxerre, je parlerai je crois que c'était le capitaine du Gimon, celui qui marque le but. Je l'ai trouvé vraiment bon. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Et j'ai trouvé justement que on voyait que c'était un joueur titulaire habituel parce qu'il était au-dessus de ses camarades et il a apporté beaucoup d'envie, beaucoup de fougue et il a su quand même les amener parce qu'ils n'ont pas été ridicules. Et mon dernier top, c'est aux enfants parce que c'est vraiment un match pour les enfants. Un match à 5 euros comme ça, à cette heure-là, tu vois, à 18h30, t'emmènes tes gamins et eux, bah, quand ils sont jeunes, ils voient pas la différence entre un petit Auxerre ou un grand Auxerre. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont vu 3 buts du LOSC. Ils étaient super contents. Ils sautaient dans tous les sens à chaque but. Et rien que pour ça, bah, merci le LOSC parce que c'était un bon moment. C'est venu un petit peu gommer la déception d'avoir attendu 35 minutes à la porte avant d'entrer. Alors, sur les commentaires, on a Gildas, toujours, qui est très bavard ce soir. D'ailleurs, Gildas, si tu veux participer à l'émission, on a de la place hein, ce soir. Tu nous fais un petit message et on t'enverra le lien Zoom. Tu nous rejoindras en direct. On a donc Gildas qui nous dit qu'il a la même mésaventure que toi. Donc, il voulait acheter une écharpe blanche et rouge samedi. On lui a dit qu'il n'y en avait plus, ce qui est vraiment dommage pour une boutique du LOSC. Donc, il y a Patrice qui nous salue. Patrice, qui est un ancien habitué du bistrot et qui nous dit: j'ai l'impression d'être sur CNews. On est peut-être un peu trop sérieux ce soir. Je ne sais pas comment le prendre. Mais Ah non, c'est trop virulent et trop râleur à l'encontre de la direction, peut-être. C'est peut-être ça que veut dire Patrice. c'est ta faute, C'est ça qu'il Julien. voit dans ces news. Vraiment, vraiment, quel scandale. Voilà, Ou parce que tu ressembles un peu trop à Pascal Pro. j'ai les cheveux beaucoup moins blancs. Alors, je vous propose peut-être de continuer à parler de la Coupe de France, mais d'arrêter avec donc, ce match contre Auxerre. Vous avez tous vu le tirage au sort, donc nous avons tiré nos voisins lensois, donc un derby Lens-Lille qui aura lieu, on a eu la date hier, donc mardi 4 janvier à 21h. Que pensez-vous de ce tirage? Êtes-vous satisfait? Que pensez-vous de cet horaire et de ce calendrier? Christophe, je vais commencer par toi.
J'ai surtout vu que le match ne serait pas diffusé sur une grande chaîne et c'est une belle déception quand même. Encore une fois, je crois que c'est Eurosport 2. Enfin voilà, je ne sais pas qui a cette chaîne. Je ne sais pas. Je ne pense même pas l'avoir non plus. Je ne dois pas avoir le bouquet suffisant. Ça nous coûte déjà une fortune pour voir des matchs. Alors, la grosse affiche de la Coupe de France, c'est quand même Lens-Lille et elle ne sera pas diffusée sur une chaîne nationale, grand public. C'est un petit peu la grosse déception. Et je suis surtout en attente également de savoir si on pourra faire le déplacement parce que bah, c'est un match qu'on attend tous. C'est une belle affiche. Pour une fois, on aura un match intéressant contre une équipe qui est costaud. Nous, on a retrouvé un bon niveau, je trouve. Donc voilà, c'est un match que j'ai hâte de voir et que j'espère on pourra voir dans le stade avec une ambiance un peu plus apaisée que la dernière fois. J'espère que le préfet ne nous jouera pas un mauvais coup. Quand même, j'ai un petit peu de doute, mais voilà, et je ne sais pas si les Lensois auraient eu le droit de venir chez nous si la fiche avait été inversée. Donc, enfin, je sais pas. Voilà. En tout cas, j'attends une qualification contre une équipe qui est un petit peu plus en difficulté en ce moment, Lens. Et nous, on est un petit peu mieux quand même. Donc, j'espère qu'on sortira le gros match qu'il faudra pour se qualifier. Alors, au niveau de la retransmission télé, je crois savoir qu'en fait, Eurosport, dans les droits télé qu'ils ont achetés de la Coupe de France, ce sont eux qui ont priorité pour choisir les matchs. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les chaînes nationales qui auraient choisi par défaut d'autres matchs, mais ce serait bien Eurosport qui s'est pris la priorité et l'exclusivité finalement de ce derby. Après, ça renverse la responsabilité qui finalement peut-être à la Ligue d'avoir vendu des droits de sa compétition à la Ligue, à la fédération, pardon, à la Fédération française de foot, d'avoir vendu des droits de son épreuve phare à une chaîne privée qui finalement arrose très peu de personnes en termes de public. Donc c'est dommage parce qu'il y a une perte de visibilité et donc il faudra trouver des solutions. Concernant le déplacement, on n'a pas toujours pas, je pense pas, j'ai pas vu passer de réponse officielle de la préfecture du Pas-de-Calais. Quand elle a été interrogée, elle a répondu qu'il n'était pas le temps de prendre ce genre de décision. Donc ça va arriver certainement dans le courant de cette semaine parce qu'il faudra bien organiser le déplacement. Ça va pas être simple, hein. Trouver des bus entre Noël et Nouvel An pour partir à Lens en pleine semaine, c'est quelque chose qu'il faudra certainement, il faudra se creuser la tête pour le faire. Donc ça, on aura des nouvelles certainement très bientôt. Julien, par rapport au match, comment tu trouves? Est-ce que le derby n'arrive pas un peu trop tôt dans la compétition et peut-être un peu trop tôt dans le calendrier? Parce qu'un derby 2 jours après les huîtres, le foie gras et le gâteau de Nouvel An, ça risque d'être difficile à digérer pour au moins un des deux clubs. Ouais, c'est sûr, tu as raison. Il y a la question de cette micro-pause là qui va arriver, qui pourrait jouer en la défaveur d'un des deux clubs. Je ne sais pas réellement lequel. Je ne sais pas qui est le plus sérieux parce que on voit que Lens en ce moment, ils sont plutôt en plein relâchement. Ils seraient plutôt un peu moins rigoureux et un peu moins sérieux que ce qu'ils ont pu faire auparavant. On voit que Lille, en revanche, est sur un super rythme. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus perdu un match. Euh, Moi, je pense qu'au contraire, que pour surfer sur cette bonne période qui est la nôtre, aller taper Lens là en Coupe de France, ça pourrait ramener un supplément d'âme à cette équipe. Ça pourrait évidemment faire en sorte que le public soit encore plus derrière l'équipe, parce qu'on sait que quand tu gagnes contre Lens, tu t'achètes 2 mois de pur bonheur au stade où il n'y aura jamais un sifflet, il ne se passera rien et 100% du stade sera derrière l'équipe. Donc non, moi je pense que ça arrive au bon moment. En revanche, je ne crois pas du tout au fait qu'on va se déplacer là-bas. Dans préfecture du Pas-de-Calais, il n'y a pas de Calais. Et donc, à ce titre-là, non, non, ils nous recevront pas. Et il y aura pas de déplacement à Bollaert, malheureusement. Alors après, on peut évidemment prendre des places sèches, mais l'arrêté préfectoral, je pense, va sortir rapidement et nous interdira la présence sur cette journée-là dans les rues de Lens. Donc, ça va être compliqué. Comme c'est le sujet de la Coupe, je voudrais juste quand même parler d'un autre match de coupe parce que j'ai suivi le match Aulnois-Feigny. Feigny-Aulnois contre PSG. Feigny-Aulnois contre PSG. J'aime bien ce club, je connais Laurent Ménissé, j'ai bossé avec lui il y a quelques années, le président Ménissé, qui est, je pense, un grand président pour ce club, qui met en place des choses sérieuses. J'ai assisté à un très beau match contre des amateurs qui ont vraiment vendu charmant leur peau. J'ai aussi vu un arbitre qui m'a beaucoup déçu parce que les
les pénaltys sifflés pour PSG ne sont pas forcément contestables. En revanche, les 2 pénaux qu'il y avait pour l'entente n'ont pas été sifflés. Il y a Sergio Ramos qui vient prendre le pied d'appui du numéro 9 là, de leur attaquant quand il était dans la surface. Et il y a Kipembe qui met une main en pleine surface. Donc il y a 2 pénaux pour l'entente qui n'ont pas été sifflés. Et ça, c'est un peu dur à encaisser. En tout cas, c'était une belle fête du football. Ce stade du Hainaut, il est vraiment beau quand il est plein. Il est très rarement en ce moment. Et c'était vraiment un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment devant ma télé. J'étais content de voir des amateurs comme ça vendre chèrement leur peau face à un PSG qui a été sérieux, hein, parce qu'ils n'ont pas mis l'équipe type, mais en première, pas loin. Un peu comme le LOSC, ils ont fait rentrer leurs jeunes en deuxième, mais en première mi-temps, enfin leurs jeunes. Le LOSC, non. Le PSG, oui, puisque le défenseur central avait 17 ans. 16 ans même. C'est le joueur le plus jeune ayant joué au PSG. 16 ans et demi, le grand Black, là, je sais plus son nom, et qui a vraiment bien joué. Donc c'était vraiment voilà, c'est rigolo parce que dans cette émission, moi j'ai jamais envie de parler des autres matchs, mais là parce que c'est la Coupe de France, parce que c'est des belles histoires, tu vois, ça me donne envie de faire ce clin d'œil à l'entente Feignolnois, voilà, pour ce match qui était vraiment sympa. Alors, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, Capenoul qui nous dit que Eurosport est dans le bouquet sport de Canal. Donc, l'audience est un peu moins limitée que ce que je laissais entendre. Nous avons Capenoul toujours qui dit Vannes sur France 3, c'est une insulte au LOSC. Charles Mandepulco qui dit ça va te coûter cher en EDF, le sapin derrière toi, Christophe. Et Capenoul qui surenchérit en disant que ça va coûter cher en passeport d'aller à Lens, si on y va, bien sûr. Donc, il nous rajoute qu'apparemment, ce serait France 3 qui aurait le premier choix dans le choix des matchs. On se renseignera pour la prochaine fois, mais c'est vrai que j'ai eu d'autres informations. Georges qui nous dit qu'en 7 confrontations de Coupe de France, Lens n'est passé que 2 fois. Et Patrice qui confirme effectivement que pour lui, il risque de ne pas avoir de déplacement. C'est vrai qu'on sait que la sanction contre le LOSC, qui avait interdit les déplacements de supporters, s'arrête au 31 décembre. Donc, on sera le 4 janvier. En théorie, on pourrait y aller, mais c'est vrai que dans le contexte actuel de violence entre supporters, il y a encore eu un incident au match de Coupe de France Paris FC contre Lyon. Il y a même eu des incidents sur un match de régional, Cambrai contre Écaudœuvre. Ça devient fou, enfin, le monde du football devient fou. Dans ce contexte, dans un contexte sanitaire, dans un contexte aussi, je lisais hier, pour soulager les forces de l'ordre qui sont très pris avec les migrants, avec les fêtes de Nouvel An, le risque que le déplacement des Lillois ne soit pas autorisé est quand même très, très important. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non, 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 juste que le foot file un mauvais coton et personne ne fait rien pour arranger la situation. On voit que un des points communs des derniers événements, c'est des forces de l'ordre qui sont peu présentes, des cordons sanitaires qui ne sont pas garantis, des, des vigiles qui ne sont pas en nombre suffisant. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai le sentiment que les instances, que les pouvoirs politiques découvrent la violence dans les stades. Elle a toujours existé, sauf qu'avant, on savait la prévenir. On mettait en place des choses pour prévenir cette violence. Et là, on ne le fait plus et on est surpris qu'elle existe encore, comme si elle aurait dû disparaître avec le Covid ou pour je ne sais quelle raison magique, elle aurait disparu des tribunes. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment et je regrette vraiment aussi le traitement médiatique de ce type d'information. J'ai entendu Pierre Ferracci, le président du Paris FC, pleurer pendant 3 jours, s'en prendre à Aulas ouvertement, se dégageant de toute responsabilité sur les événements du stade Charletti, alors qu'il est le responsable de la sécurité dans ce stade lors de cette rencontre et que les violences sont parties de supporters parisiens ultra d'Auteuil du PSG qui étaient dans la tribune du PFC et des gens qui étaient armés, un nunchaku, une barre de fer et une chaîne de vélo. Et donc tout ça est rentré dans le stade de M. Pierre Ferracci. Et pourtant, on a donné de l'audience, on a laissé parler ce monsieur, on l'a laissé parler très très fort. Et Jean-Michel Aulas en a pris plein sa tronche. Il doit faire la police dans ses supporters. Aulas, c'est clair, mais
les supporters de Lyon ont répondu à une provocation des Ultras d'Auteuil. Et ça, c'est la vraie histoire. Et cette vraie histoire, elle a fait un entrefilet dans l'équipe 3 jours après, mais le lendemain, il y avait 2 pages pleines sur Aulas et les hooligans lyonnais, qui est un vrai problème, hein. Mais ce traitement de l'information est insupportable. Ces journalistes qui parlent avant même d'avoir fait leur travail d'enquête est insupportable et ça ne va pas arranger les choses. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ferracci, on lui a donné tellement de place, il a tellement eu la parole. Si demain il est condamné, mais il va y avoir des articles pour dire que c'est injuste, que c'est pas normal, parce que c'est toujours celui qui parle le plus fort qui a raison. Ah, Donc demain, c'est Ferracci qui va avoir raison. C'est incroyable. C'est incroyable. c'est une stratégie de communication qu'on connaît bien avec le LOSC, qu'on l'a rencontré au moment du dernier derby, avec les déclarations d'Arnaud Pouille qui étaient un peu dans le même sens. Au moment de l'incident de la tribune à Amiens, avec les déclarations du président d'Amiens C'est pareil. et du président de la communauté urbaine d'Amiens qui faisait effectivement, qui allumait ces contre-feux pour nier leurs responsabilités, alors qu'ils ont effectivement des responsabilités en tant qu'organisateurs sur le sujet. Et tant que les sanctions qui sont prises à la fois par la justice, dans la mesure où elle prend des sanctions, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout établi, ou par la Ligue, seront finalement inefficaces, parce que les sanctions collectives contre les supporters, en mettant des huis clos, en mettant des interdictions de déplacement, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aller. Les responsabilités des supporters qui sont pris la main dans le sac ou la main sur le nunchaku, elles sont des responsabilités individuelles. Et les responsabilités individuelles, elles doivent se juger au tribunal avec des sanctions qui soient appropriées et orientées sur les personnes qui sont responsables. Mais les supporters qui sont sages, qui vont supporter leur club dans la bonne humeur et sans aucune violence, ils n'ont pas finalement à pâtir de ces exactions et à subir finalement le comportement de personnes qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Christophe, tu veux Le parallèle est excellent, je trouve. Et c'est vraiment, comme tu le dis, une stratégie de communication. Parce que Arnaud Pouille, comme le président Damien à l'époque, savent que c'est celui qui crie le plus fort, le plus tôt, qui aura raison au niveau du tribunal médiatique. Et c'est le tribunal médiatique qui est le plus important finalement, parce qu'eux payer des amendes au bout du bout, des mois et des mois après, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est qui a fait la une de l'équipe, qui a été défendu par l'équipe. Et l'équipe défendra toujours celui qui gueule le plus fort au début. Donc, dans le cas d'Amiens, on se souvient de quoi? De ces méchants hooligans lillois qui ont cassé la tribune. Alors qu'on est face à un stade vétus qui n'est pas entretenu et qu'il n'y avait aucun hooligan dans cette tribune. Il y avait des supporters ultra qui aiment leur club, mais il n'y avait pas de hooligans. C'est quand même extraordinaire. Et dans le cas d'Arnaud Pouille, qu'est-ce qui reste aujourd'hui quand tu parles dans la population? Moi enfin, voilà, je suis tout le temps en France parce que j'ai un métier qui m'amène à aller partout. C'est encore une fois les gentils Lensois dans ce qui s'est passé. Alors que nous, on sait que les responsabilités sont partagées. Ce qui ressort des incidents à Lens-Lille, c'est les gentils Lensois qui sont allés défendre des enfants et des mères de famille qui étaient agressés en tribune lensoise. Pourquoi c'est ça qui reste? Parce que c'est ce qui est sorti le premier jour. Et quand les choses sont venues s'équilibrer, quand les enquêtes ont été faites un petit peu, ça fait des entrefilets dans la Voix du Nord, dans la Voix des Sports, dans l'équipe, et les gens ont gardé la première information, l'information qui a fait le plus de bruit. Et c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et je ne sais pas, nous, ce qu'on peut y faire, rien, hormis dire, mais ce qu'on fait déjà, on arrête de lire l'équipe, on ne peut rien faire. Et puis le dire à notre façon, au bistrot d'Aélos ou dans les médias lorsqu'on est sollicité. C'est vrai que dans le cas d'Arnaud Pouille au moment du derby, c'était presque une incitation aux supporters lensois de se mettre en milice finalement pour aller attaquer les Lillois pour défendre soi-disant une tribune familiale, alors que moi j'étais à côté de la tribune familiale et j'assure que les enfants soi-disant de cette tribune, ils étaient quand même sacrément costauds et sacrément vindicatifs vis-à-vis des supporters lillois. Mais ça, c'est un autre débat, on ne va pas y revenir. Christophe, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ou on peut passer sur la deuxième partie? Alors, juste très rapidement, pour une fois, le président du Paris FC a effectivement parlé le premier face à un président lyonnais qui d'habitude joue ce rôle et qui est insupportable également. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça non plus. En général, M. Aulas parle vite, parle fort, est entendu à la porte ouverte des médias. Ça s'est vu avec le match contre Marseille, où c'est le premier qui a été interviewé avant le président marseillais. Il a fait son histoire. On voit derrière, il est condamné. Donc, attention aussi, Monsieur Aulas, c'est pas net. Les Lyonnais, on les connaît. J'ai rien contre eux spécialement, mais Monsieur Aulas, on en a déjà parlé.
Enfin, voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. Et comme disait Julien, le premier qui parle a souvent raison. Ce coup-là, c'était pas Olas. Et de temps en temps, ça fait aussi plaisir de l'entendre un petit peu moins. Donc, voilà. Alors, sur ce match-là, qui ont puni? Est-ce qu'on élimine finalement de la Coupe de France Lyon pour ses supporters, Paris FC pour son organisation, ou le PSG à cause des supporters qui sont venus intervenir à Charletti? La question mérite d'être posée. On élimine tout le monde Malheureusement. finalement. Alors, le PSG n'y peut rien parce qu'il n'est pas propriétaire de ses supporters. Et en l'occurrence, on est plutôt sur des franges de supporters qui ont été exclus par le plan Le Prou. Donc, au contraire, tu vois, bah, c'est plutôt félicitations au PSG qui est le premier club à avoir fait ce boulot. Après, quand tu vois ce qu'est devenu les tribunes au PSG, et on en a parlé il y a encore pas longtemps avec Christophe, on en avait parlé des prix des places. C'est pas le football qu'on veut. Hein. Si c'est pour que la première place soit 150 balles, c'est clairement pas le football qu'on veut. Mais c'est ce qu'ont fait les dirigeants du PSG de ce club, quoi. Un club où si t'es pas cadre sup, tu vas pas au match, ou sinon tu te saignes à des niveaux qui sont incroyables. Et grand respect pour la frange, pas majoritaire, mais de public populaire qui reste encore au parc, parce que les mecs, c'est un niveau de sacrifice financier qui est juste incroyable, incroyable. Et pour le match qui nous concerne, c'est encore une fois le public qui va être éliminé parce que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée actuellement. On va éliminer le public, on va faire un match à huis clos, ça va s'arranger entre présidents comme d'habitude. La Ligue va en tirer les bénéfices, ils vont refaire le match. Et voilà, et tout ce qu'on aura trouvé, c'est virer le public familial qui était là parce qu'il y en avait, il n'y avait pas que des hooligans dans ce match. Et c'est eux qu'on va mettre dehors. Je vous propose de. On a largement débordé, on était très. On est vachement bavard à trois. Hein. C'est impressionnant. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je vous propose la question du jour. La question du jour qui permettra au plus rapide de gagner 2 places en tribune active pour le match Lille-Lorient qui a lieu début janvier. La question, elle est simple. Hein. Le premier qui répond, quel est le nom de la société en charge de la pelouse qui fait tant parler d'elle du stade Pierre-Mauroy? Un indice, c'est également la société qui s'occupe de la pelouse du domaine de Luchin. Deuxième indice, elle s'occupe également, un indice spécial Georges, de la pelouse du stade Tribu à Dunkerque. Je vous laisse chercher, je vous laisse répondre. Le premier qui donne la réponse, il gagne les 2 places. Eh bien, on a Parlons-Los qui a déjà répondu, qui est très au fait. Alors, ce n'est pas Elisa, comme le dit Cédric et Georges, c'est Terre en Vie, qui est la société locale qui s'occupe effectivement de la pelouse, qui sont en train de changer d'ailleurs au stade Pierre-Mauroy, en utilisant les ressources de la gazonnière du domaine de Luchin. Voilà, donc félicitations à Parlons-Los. Quand on prend contact après l'émission, on a un petit peu de temps et on voit comment tu peux récupérer les 2 places en tribune active. Je vous propose la deuxième partie de l'émission. Il est 21h18. Bordeaux-Lille, terminer l'année par le Gérard Lopez-Ico. Terminer l'année ou pas, on va l'aborder durant cette partie. Alors, Bordeaux, 15e du championnat, 17 points, 3 victoires, 8 nuls, 7 défaites. Un début de saison vraiment catastrophique pour les Bordelais. Finalement, un match qui arrive en toute fin de cette première partie de saison. Donc, à Bordeaux, comment voyez-vous ce match si jamais celui-ci doit se dérouler? J'allais dire, je le vois reporté, j'allais dire. Christophe, on parle du report peut-être, hein? On peut parler du report. Voilà, ouais, ça doit finir comme ça, de toute façon. Voilà, c'est aujourd'hui l'hypothèse la plus vraisemblable compte tenu de l'actualité récente. Alors, on annonce combien, Christophe, de cas de Covid à Bordeaux? Ça pourrait être la question du jour, d'ailleurs. Ils sont à 3 cas d'être forfait. Enfin, d'être forfait, de devoir reporter le match. Puisque il n'y a pas de forfait, il y a un report de match qui est prévu. C'est combien de cas? Il faut combien de joueurs? A priori, il faut 20 joueurs inscrits sur la liste. Hein. Tout à fait, inscrits sur la liste de la LFP au début de saison. Et aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a 14 cas de Covid qui ont été déclarés par le club suite au test de la journée. Alors, il y a Capenou qui ne déconne pas, j'ai déjà acheté mes places pour demain. Je suis désolé, Capenou, hein, mais ça, c'est pas nous, hein, c'est le Covid. D'ailleurs, il paraîtrait, d'après la rumeur,
que Gérard Lopez aurait acheté les vaccins anti-Covid des Girondins de Bordeaux à crédit, ce qui expliquerait pourquoi il y a tant de cas Covid en ce moment à Bordeaux. Donc, le match risque de ne pas avoir lieu. Alors, ce qui d'ailleurs pourrait être une bonne solution parce que, enfin, pour Lille en tout cas, parce que ça permettrait d'élargir un peu cette trêve de Noël qui va être très très courte et peut-être d'avoir un peu plus de repos avant de redémarrer sur les chapeaux de roue à Bollaert pour le match de Coupe de France. C'est peut-être un mal pour un bien finalement si la confirmation si l'annulation se confirme. J'allais dire si la confirmation s'annule. Je vous propose quand même de faire fi finalement de ces rumeurs et d'analyser cet avant-match comme s'il allait avoir lieu. Comment vous voyez cette rencontre, ce Gérard Lopez-Ico? Christophe, on va commencer par toi. Alors, comment je le vois? Je le voyais plutôt bien engagé ce match. Avec une équipe bordelaise, j'ai vu un ou deux matchs en résumé qui est vraiment pas top. Alors notre ami GG est allé chercher un entraîneur de sélection qui n'a pas entraîné d'équipe de club depuis bien longtemps. Je pense qu'il a du mal justement à gérer ce fait de passer de la sélection au club. Pour lui, je crois que ça a été un petit problème. La gestion du quotidien d'un club comme Bordeaux, avec notre ami Gérard à sa tête, n'a pas dû être évidente. Il est arrivé également sur le tard, un petit peu comme Gourvenec, sauf que lui a eu beaucoup plus de mal à mettre son équipe en place, à mettre son jeu en place. Il a un effectif assez jeune finalement. Quand on voit qu'un des meilleurs joueurs de cette première partie de saison, c'est Oudin sur le plan offensif, mais à côté de lui, il n'y a pas grand monde. Et je suis un petit peu déçu si le match n'a pas lieu parce qu'on était quand même sur une bonne petite dynamique. Ça fonctionnait plutôt pas mal pour nous. Et je serais un petit peu déçu que le match n'ait pas lieu. Mais a priori, on va vers ça. Alors, Patrice nous dit sur les réseaux sociaux, ce match, on ne va pas le gagner au millimètre, on va le gagner au micron. Il est très en forme. Pas mal. Il est très en forme. Il devrait venir, hein, il prend le lien et il vient là. Hein. Ouais, on peut t'envoyer le lien, Patrice. Tu peux nous rejoindre. Tu as vu, nous on s'ennuie un peu seul, on est obligé de meubler. On est obligé de pousser des coups de gueule et après ça ressemble à CNews. Mais ouais. C'est que de ta faute, Patrice. Ouais, finalement, Patrice, c'est de ta faute. Hein. Alors, on a également Capenoul qui nous dit que Bordeaux vient de gagner 10-0, ça fait peur. Donc, ça va rentrer dans nos analyses. Julien, Effrayant. tu voudrais nous faire part de ton sentiment avant ce match? Déjà, le Gérard Lopez-Ico, c'est l'interview de Gérard Lopez dans La Voix du Nord que j'ai trouvé responsable, mesuré et assez juste. Et c'est quand même rare que je dise du bien de Gérard Lopez. Mais dans ce qu'il raconte, alors évidemment, hein, il fait toujours l'autruche sur l'endettement du club et il dit qu'il a laissé un club en excellente santé financière avec une équipe qui représente un actif joueur de plus de 300 millions d'euros. Donc moi, je cherche dans le contexte actuel où sont les 300 millions d'euros. Surtout que si la rumeur est vraie, Iconé va partir pour 15 millions. 300 millions d'euros, c'est quand Iconé, on parlait d'un prix de vente à 35 millions. Hein. Donc je ne vois pas où il voit les 300 millions. Donc ça, c'est pour la partie grosse intox habituelle de Gérard Lopez. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qu'il disait sur l'équipe de cette année, où il disait que les gars étaient certainement moins concernés par le projet de cette année. Et c'est quelque chose qu'on a défendu ici, qu'on a dit assez régulièrement, qu'on avait le sentiment qu'ils étaient certainement moins dans le projet et qu'ils n'avaient pas besoin de se motiver pour la Champions League, que pour des compétiteurs comme eux et des joueurs de cette qualité, la motivation venait seule quand on jouait à Champions League. Et c'est aussi quelque chose qu'on a dit ici régulièrement. Donc j'ai trouvé ça plutôt bienvenu. Et puis, elle était intéressante aussi parce qu'on a vu le nombre de flèches qui balançaient à l'étang en disant que des gens avaient pleuré le jour de son départ, que des gens l'appelaient encore régulièrement, avaient des contacts réguliers avec lui. Et donc, c'est vraiment une façon de continuer à savonner la planche à Olivier Létang, qui n'en a pas besoin, puisque déjà, Olivier Létang traite mal ses supporters. J'avoue que cette partie-là de l'interview de Gérard Lopez, elle m'a fait sourire. Ben oui, mais oui. Elle m'a fait sourire. Tu vois les saucisses qui balancent, là, clac, clac, clac. Allez, là, c'est plus des saucisses, hein, c'est des merguez. Hein. Donc voilà, il y a ça. Après, comme Christophe, hein, j'ai vu un peu jouer Bordeaux. C'est extrêmement faible cette saison, avec une équipe sérieuse et organisée, parce que c'est surtout ça que je retiens de nos derniers matchs. On est excessivement sérieux et on est bien physiquement. On finit mieux nos matchs qu'on les commence, ce qui était l'inverse il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc,
Moi, je vois une victoire. Je vois si le match a lieu, Bordeaux sera excessivement affaibli dans un stade plein, puisque Gérard a mis toutes les places à 9 euros, ce qui fait que le stade est quasiment plein. Pour une des premières fois, il risque de jouer à guichet fermé. C'est Matmut, hein, c'est ça? Oui, Matmut Stadium. tout à fait. C'est ça. Donc, dans cette atmosphère de fou, je pense qu'on va gagner et qu'on peut gagner assez largement et que GG s'en mordra les doigts. Bah, écoute, et toi, Christophe, tu as un pronostic pour le match s'il se déroule? Je pense que c'est un match qui est largement à notre portée, qu'on doit gagner. Et que voilà, alors c'est pas avec ses places à 5 euros dans un public bordelais qui n'est pas forcément un public très très fan qui pousse énormément son équipe, ça devrait pas non plus être la folie, contrairement à ce que. Enfin voilà, moi je le vois pas comme ça. C'est plutôt un public de fans plutôt que de supporters. Enfin, de fans, je m'entends, hein, voilà, un public de spectateurs. Donc, et des places à 5 euros payées avec la carte CTLM, certainement, puisque ce monsieur fait tout à crédit. On a l'habitude avec ça. Donc, non, non, enfin, non, je vois pas autre chose qu'une victoire si on peut le jouer. Alors, c'est 9 euros, Christophe, c'est les vacances scolaires. Et je pense, hein, que le stade va être rempli d'enfants et que pour eux, ça va être Ouais, génial pour tous ces gamins de venir au stade. Et les Ouais. Bordelais ne vont pas au stade. J'ai parlé avec un Bordelais cette semaine, j'ai préparé l'émission quand même, et je lui ai demandé pourquoi les Bordelais n'allaient pas au stade. Et c'est pas tellement le niveau de jeu, c'est l'implantation du Matmut Stadium qui est mais à des kilomètres du centre-ville. Et le Bordelais, mais comme tous les supporters de foot, il aime boire un coup, il aime faire la bringue. Et aller dans ce stade, c'est l'enfer, comme c'est l'enfer d'aller au Stade des Lumières à Lyon. C'est la même merde. C'est des stades qui sont à des kilomètres et des kilomètres. C'est très, très compliqué de s'y rendre. Et donc, il y a pas de bar autour. Il n'y a pas de possibilité de faire la fête. Il n'y a pas de possibilité de sociabiliser en dehors du stade. Et on sait à quel point c'est important de sociabiliser. On pourrait parler tout cela, nous, ici, du Celtic, où on allait après les matchs à Grébon-Pré-Joris. Enfin, voilà, la notion de bistrot, et c'est pour ça que la mission s'appelle comme ça, de bistrot d'après-match, c'est hyper important. Et c'est tout ce qu'ils ont perdu à Lyon, c'est tout ce qu'ils ont perdu à Bordeaux. Alors, à Lyon, ils l'ont gardé. Peut-être parce que des résultats exceptionnels, une culture club qui est plus forte, mais à Bordeaux, ils l'ont perdu parce que c'est trop loin. Et puis surtout, faut pas oublier que l'UBB joue très très bien. L'UBB joue les 3 premières places du championnat de France de rugby. Et Chaban-Delmas est plein quasiment à tous les matchs de l'UBB. Donc il y a aussi eu, et c'est ce que m'expliquait ce Bordelais, un transfert du public du foot au public rugby. Voilà. Et puis, on a une vraie déliquescence du club depuis la reprise par les Américains et ensuite par le sauvetage, entre guillemets, par Gérard Lopez. C'est vrai que l'amateur de foot bordelais est vraiment dépité quand on lit les réseaux sociaux, quand on écoute les commentaires, on s'aperçoit qu'il y a un vrai découragement et finalement, la montée en puissance de l'UBB arrive vraiment au meilleur moment pour l'UBB parce qu'elle peut puiser dans ce réservoir et remplir son stade au détriment de la Matmut. C'est la Matmut Arena, c'est ça. Tu m'as mis un doute. Non, d'ailleurs, je crois que c'est ça, Notre c'est la stadium, je crois. Stadium. Ouais. Et je crois que l'UBB a la meilleure affluence de rugby de toute la première division avec une moyenne, je crois, qui est proche des 35 000, ce qui est vraiment énorme. Ouais, Alors, et tu as des bodegas partout autour, tu as des bars partout autour. C'est la bringue, quoi. C'est vraiment la fête. Tu vas au stade, tu es 2 heures avant dans les bars pour voir tes potes, pour bringuer. Tu l'as refait après. C'est ce qu'on aimait dans le foot avant et c'est ce qu'ils sont en train de. Enfin, ils sont en train de tuer ça, quoi. Et là, tu prends ta bagnole, tu en as pour une demi-heure à faire la route, tu mets 1 heure à te garer, tu mets 1 heure à reprendre ta bagnole, à retourner en ville. Ben non, tu prends ta bagnole, tu rentres chez toi. Et c'est terminé, ta soirée, elle est morte. C'est ça. alors, sur les réseaux sociaux, on a Gildas qui tempère un peu votre optimisme en disant qu'attention, on a perdu beaucoup de points contre les équipes présumées faibles. On a Guillaume qui nous dit Christophe n'a pas mis son drapeau du Canada, je ne regarde pas l'émission. Ça, Et, c'est très bon. et Georges qui confirme en disant ça fait une décennie qu'on s'emmerde à Bordeaux, ce qui explique effectivement les difficultés qu'ils ont pour remplir ce stade. Rappelons que le stade sera plein parce que place à 9 euros, et puis aussi Bordeaux a l'occasion de voir le champion de France en titre. N'oublions pas, c'est une belle affiche pour nos amis bordelais. Je vous propose, il est 21h29, de passer à la dernière partie de l'émission. Une petite précision, derrière, pardon, c'était Michael qui a gagné les 2 places, donc ça ne change rien à ma proposition. On se contacte après l'émission. Troisième partie. Bravo, Mickaël. Faut-il avoir peur
du mercato d'hiver. Mercato d'hiver qui s'annonce, alors, un peu contradictoire. On sait qu'a priori, on aura Jonathan Iconé qui va partir à la Fiorentina pour une quinzaine de millions plus un pourcentage à la revente. On sait qu'il y a des risques de départ sur certains joueurs. On parle de Šedik, on parle de Sanchez. On sait qu'on a… Alors, que pensez-vous de ces départs d'ailleurs? Après, on verra les possibles arrivées. Que pensez-vous de ces départs? Est-ce que vous pensez que finalement, on aura une saignée ou des départs importants? Ou est-ce que la manne de la Ligue des Champions, 65 millions d'euros, va nous permettre finalement à la fois d'éviter d'avoir à vendre pour gérer la trésorerie? Je vous rappelle, il y a entre 150 et 160 millions de dettes. Donc, est-ce que la manne de la Ligue des Champions va nous permettre finalement de ne pas avoir besoin de trésorerie pour vendre des joueurs, voire même est-ce qu'elle nous permettra de consolider le groupe en prévision des huitièmes de finale contre Chelsea? Qui veut commencer ce sujet? Christophe, allez, je te vois passionné par le sujet. Non, le mercato, c'est vraiment pas mon truc. Après, pour revenir par exemple sur Iconé, oui, bah, Iconé, on a vu son début de saison. Il est présent uniquement sur les matchs de Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a fait cette année. On l'a encore vu sortir là à la mi-temps. Alors, et là maintenant, il ne devait pas jouer demain, je crois, parce qu'il a une blessure légère à la cheville. Oui, bon. Bah, écoutez, Après, qu'on le préserve. Hein. s'il doit signer à Florence, c'est une blessure diplomatique. On ne va pas le casser Voilà, juste avant de le exactement. vendre. Exactement. Donc, qu'on le protège, qu'on le laisse partir. S'il faut, je peux faire l'aller-retour. J'adore Florence. C'est une ville très sympa. Après, il ne va pas trop me manquer cette année. Je pense que c'est quand même un des joueurs. Quand on parle souvent d'esprit d'équipe, d'esprit avec des joueurs investis, je pense qu'il en était très loin depuis son arrivée. Donc voilà, c'est pas le genre de joueur qui va me manquer. Donc, mais bon, après, je t'avouerai que le mercato, c'est vraiment pas mon truc, surtout celui de là de janvier. S'il y en a un vraiment qui m'emmerde royalement, c'est celui-ci. On fait jamais, enfin, on fait rarement des bons investissements quand on récupère des joueurs. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu quelques bruits sur des joueurs possibles comme Blas de Nantes, qui est un très bon joueur, que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas le mercato. Déjà, ça ne m'intéresse pas trop. Mais alors, celui de janvier, j'ai horreur de ça. On va se concentrer sur les départs. On fera un petit tour de table sur les possibles arrivées. Oui. Julien, tu crains des départs autres que ceux d'Iconé ou… Juste sur le mercato de janvier, là, qui est un mercato d'ajustement, Rio Mavuba, il n'était pas arrivé en janvier à l'époque. On t'entend très mal. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est… Non, ça ne vous parle pas? C'est général. Mavuba pardon. Oui. Ah, pardon, je pensais que vous m'aviez entendu. Non, il est arrivé en janvier. Il est arrivé en janvier, tout à fait, je te confirme. Il est arrivé en cours de saison. Ça fait partie des contre-exemples du mercato de janvier. Je voulais juste préciser ce contre-exemple pour Christophe. Et Mavuba, c'est une légende du club. Moi, je me souviens il est parti en janvier aussi, non? Je ne sais plus. Il est parti, non, il faisait partie du Loft. Il est parti en début de saison, je dirais en septembre-octobre. Il est parti au Sparta de Prague, mais juste à la fin du mercato d'été, de mémoire. Alors, Georges qui Écoute, demande… ouais, vas-y. Georges demande, comme tu parlais très lentement, il y avait un problème de son, il demande si tu avais mangé un Suisse. Donc, on va rassurer Georges, Julien est au régime. Patrice qui nous dit, il y a plein de joueurs qui sont bientôt en fin de contrat, donc libres, attention à ça. Et Capello qui nous dit, j'ai connu une Florence, elle était très jolie. Et d'ailleurs, je confirme, Florence, c'est une très jolie ville. Moi, j'avais eu l'occasion de la découvrir en 2001 en Ligue, en UEFA à l'époque. C'est quand Lille avait été rebasculé en UEFA. On avait fait un tour là-bas. Et de mémoire, on avait gagné 1-0 sur place avec un but de Dagui Bakary, qu'on salue au passage. Parmi les autres départs, on parle beaucoup de Sanchez, de Šelik. Est-ce que vous croyez que Sanchez va rester, qu'il y aura un effort qui sera fait là-dessus, ou est-ce que comme c'est un joueur bankable, on risque de le voir partir au mercato de janvier? Moi, je pense qu'on peut envisager tous les départs du monde en janvier et que ce ne sera pas un problème si on se les fait prêter jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'espère, l'étang, c'est quand même un mec qui est aguerri, qui a roulé sa bosse. J'espère que c'est la formule qui sera retenue. Je pense que dans le contexte de Covid actuel avec les incertitudes,
il n'y a que quelques clubs soutenus par des États pétroliers qui peuvent acheter des joueurs avec des moyens illimités. Donc, tu sais que si Botman est dans l'œil du cyclone, dans l'œil, ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais, de, En tout cas, dans la visée des recruteurs. ouais, dans la visée de Newcastle, dans la visée de Manchester City. Bon, là, tu sais que tu peux le vendre à n'importe quel moment. En revanche, pour d'autres clubs, j'ai presque envie de te dire il faut prendre tout et tout de suite. Mais il faut se faire prêter les joueurs jusqu'à la fin de la saison pour garder la même ossature et pour faire un bon huitième de finale. Parce qu'encore une fois, ce huitième de finale contre Chelsea, il ne me semble pas impossible. Mais il ne me semble pas impossible avec un vrai groupe. Donc déjà, il faudrait qu'on n'ait pas de blessés d'ici là, ce qui n'est pas évident. Mais on voit bien qu'avec notre groupe au complet, on peut faire des grandes choses. Donc moi, j'y crois encore. Donc on peut vendre Botman au mois de janvier, mais qu'on se fasse prêter à ce moment-là jusqu'à la fin de la saison. Sanchez, même chose. Pour moi, il est le facteur X de cette équipe. Quand il est dans un grand soir, il transforme tout et on ne passera pas ce huitième si on n'a pas un grand Sanchez. Donc on a besoin de lui. Après, pour répondre à ta question, est-ce que les 65 millions suffisent? J'en sais rien. Quand je vois les économies de bout de chandelle qui sont faites à tous les étages dans ce club, moi je t'avoue que je suis inquiet. Ça m'inquiète vraiment. Et je me dis, mais jusqu'où ça va aller? Donc, à ce moment-là, tu peux un peu tout imaginer. Mais je me dis aussi que l'Étang, sur ce sujet précis des transferts, a toujours fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il avait dit pas de saignée à notre arrivée, il n'y a pas eu de saignée. Il avait parlé d'un mercato avec 3-4 départs cet été. Ça a été un mercato avec 3-4 départs. Donc, pour le moment, il a toujours fait ça. Et là, quand il a été interviewé, c'était la semaine dernière, il a parlé d'un départ peut-être. Et donc, ce serait peut-être le départ de Jonathan Iconé au mois de janvier à la Fiorentina. Et à ce moment-là, pourquoi pas, si Iconé est remplacé, hein, parce que ça fait quand même un trou dans la raquette et on a besoin d'un remplaçant. Hein. On va y venir justement après. Une remarque sur les réseaux sociaux, c'est Guillaume qui craint davantage l'été prochain, où on peut perdre potentiellement notre charnière centrale, plus Renildo, qui n'a toujours pas prolongé, sans parler de Chelik, Renato, Xeka, Bourak. Donc c'est vrai que l'été prochain, on peut s'attendre à de grands bouleversements dans l'effectif lillois. Bourak, vu son état d'esprit, je pense qu'il partira. Il y a peu de doutes sur ce sujet-là. On voit bien qu'il n'est plus dans le truc. Renildo, ce serait terrible. C'est tellement un joueur de club, il a tellement un talent de dingue. Le départ de Renildo serait terrible. Alors justement, je voudrais revenir sur un petit sondage que j'ai entendu hier. Hier, vous savez, j'étais invité par Sylvain Charlet, donc à l'émission Tribune Nord. Il a fait un petit sondage sur Twitter qui a suscité beaucoup de débats dans l'émission. La question était: quel est le meilleur joueur lillois, le Dogue d'Or, pour l'année 2021? L'année 2021. Et il y avait 4 propositions: David, Ilmaz, André et Fonte. Et c'est David qui a remporté le titre, entre guillemets, de meilleur joueur de ce sondage, avec 67% des voix. Comment vous analysez ce vote? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça aurait été votre choix? Christophe? Moi, clairement, oui, parce que ça a été le début à partir de janvier l'année dernière où il a vraiment explosé. Ça a été compliqué, les 7-8 premiers matchs. Il n'avait pas eu de préparation avec le club. Il était un petit peu physiquement à la rue. Et dès qu'il a recommencé à trouver du physique, ça a été un élément important l'année dernière. Et c'est l'élément primordial pour moi dans l'équipe cette année. Quand il est là et quand il est absent, on le voit tout de suite. C'est plus la même équipe. Et moi, je le mettrais effectivement numéro 1. Julien, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, que dans les débats, on mettait en avant finalement 2 parties de la saison? La première partie, c'est qui nous mène au titre, où peut-être quelqu'un comme Bourak était vraiment emblématique finalement du succès lillois en championnat. Et le fait qu'il se retrouve dans ce sondage avec 12% des voix, c'était un peu faire considérer son poids dans le sac finalement. C'était déconsidérer, son poids dans le sac. Comment tu analyses ce sondage? Ouais, je trouve ça très dur pour Bourak, qui, si tu le prends sur l'année 2021, fait une très grosse saison. Mais moi, je trouve même qu'il manque un joueur, parce que j'aurais mis Mike Maignan sur l'année 2021. Ouais. Parce que même en n'étant pas là en ce début de saison,
pour moi, l'homme de 2021, c'est Mike Maignan. Sans Mike Maignan, on n'est pas champion. Et j'en aurais peut-être même encore rajouté un autre. C'est Sven Botman, parce que il a une responsabilité dans la solidité de notre défense qui est majeure. Et là, on a bien vu qu'on avait des matchs avec Sven Botman et des matchs sans Sven Botman suite à sa blessure. Et c'était mais flagrant, flagrant. Donc, et c'est même pas un homme. En fait, c'est pas un homme, c'est une paire. C'est Botman-Fonté. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, tu vois, si j'avais le droit d'en mettre deux, je dis que le meilleur joueur de 2021, c'est Sven Fonté. Et si j'ai qu'un joueur, je dis Mike Maignan, tellement il a survolé les débats et tellement ça a été un des 3 meilleurs gardiens européens l'an dernier. Et il le prouve encore avec Milan cette saison. Hein. Alors moi, ma position, c'était, si on considère les 6 premiers mois, c'est Boak. Si on considère les 6 derniers, c'est David, largement des deux côtés. Par contre, sur l'année, j'avais mis en avant José Fonte pour son rôle finalement régulier dans la défense, en plus de Mike Maignan, bien sûr, et notamment pour la partie de saison où ça allait un peu moins bien, parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment joué son rôle de capitaine, à rameuter les troupes, et il a peut-être aussi aidé Gourvenec à s'imposer dans le groupe, dans le passage de témoins qui était difficile entre Christophe Galtier et Jocelyn Gourvenec. Alors après, c'était mon avis. Alors, on a des avis également sur les réseaux sociaux. Capenoul qui trouve que David a été régulier. Guillaume qui dit « J'adore Jonathan David » et c'est vrai que Maignan nous a sauvés tellement de fois. Et on a également Renildo. Non, pardon, on n'a pas parlé de Renildo, mais il aurait pu aussi apparaître dans ce sondage. Et on a Georges qui s'étonne parce que c'est la première fois que ce n'est pas Klaus qui gagne un sondage de Sylvain Charlet. Donc, on en fait pour saluer Sylvain et pour lui dire à très bientôt. Dans les arrivées possibles, alors on parlait tout à l'heure du milieu de terrain nantais, on a des rumeurs aussi complètement folles, hein, le retour de Hazard prêté par le Real de Madrid, bon, c'est pas quand... Ça n'a aucun sens. Quand ça relève plus du fantasme que de la rumeur, surtout quand on regarde ce qui fait corps des articles qui annoncent ce retour, qui est en fait une partie de l'interview d'Olivier Létang qui plaisantait ce qu'on lui posait la question en disant qu'il irait le chercher immédiatement et ça a été considéré comme quoi ils étaient positionnés sur le transfert. Donc, quelle est pour vous la recrue qui pourrait venir remplacer Jonathan Iconé ou renforcer finalement l'équipe dans des postes clés? Quels sont le type de joueurs que vous souhaiteriez voir arriver au LOSC dans ce mercato d'hiver? Christophe, même si tu n'aimes pas le mercato d'hiver, tu l'aimerais peut-être un peu plus si un joueur sur un poste clé devait arriver durant cette période. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le Nantais Blas, c'est vrai que quand on a rencontré Nantes, on en avait parlé, en tout cas je l'avais mis un petit peu en avant. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur complet, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui défend également. Voilà, c'est un joueur assez complet et que j'aime beaucoup. Après, je t'avouerai que les autres rumeurs, j'ai vraiment pas regardé ça. Alors après, la grosse blague Eden Hazard, je pense qu'on est une émission sérieuse quand même, hein, on se prend pas au sérieux, mais il faut arrêter avec ça. Enfin voilà, Eden Hazard, oui. Julien, est-ce que tu as des visées sur ce mercato? Je vais nuancer ce que dit Christophe. Si on a des problèmes de billetterie, si on met une demi-heure pour rentrer au stade, s'il n'y a plus de stock dans les boutiques du LOSC, parce qu'on est en train de préparer l'arrivée d'Eden Hazard, ben moi, je suis prêt à attendre 3/4 d'heure pour rentrer au stade. Et à ce moment-là, je ferai mon mea culpa et je suis capable d'aller d'ici, de chez moi à Saint-André, au stade à genoux. Voilà, c'est dit. Donc, Olivier, si tu fais tout ça, si tu nous fais tellement souffrir pour qu'on ait Eden Hazard, allons-y. Mais bien sûr, c'est des conneries. Enfin, c'est inabordable pour nous, ce salaire. Enfin, je vois pas, je sais pas, enfin, ce serait un miracle. Et je pense que on pourrait tous avoir un grand retour de foi si ce miracle arrive. Mais enfin, c'est rigolo parce que quand tu vois la rumeur Hazard, je crois que les clubs, enfin, c'est Lille, la Juve, et c'est quoi le troisième?
Chelsea, je crois. Voilà, enfin, c'est des clubs qui ont de l'oseille, sauf nous, qui sommes endettés à des niveaux. Voilà. Ah, Donc, non, c'est pas très sérieux. On parle de Romain Fèvre aussi de Brest, qui est un très beau joueur, qui est un peu à court de morale à Brest parce qu'on lui avait promis un transfert lors du dernier mercato qui n'a pas eu lieu. Donc, il a eu beaucoup de mal à redémarrer sa saison, à se remettre dedans. Là, il rejoue bien à nouveau et ce serait un joli recrutement, Romain Fèvre. Ouais. alors, sur le forum, on parle aussi de Fulgini qui joue à Angers, si je ne dis pas de bêtises, qui pourrait être une piste possible. Et une réflexion de Capenoul, moi, qui me fait sourire, parce qu'elle fait référence notamment à l'arrivée de Jocelyn Gourvedex. Et ça va faire comme avec l'entraîneur. Des sites poubelles vont annoncer des noms comme hasard et certains supporters vont y croire dur comme fer et feront la tête si on signe Blas. Donc, c'est... Voilà. Donc, Attends, pardon? moi, je ferai pas la tête. Je serais content si Blas arrive parce que voilà, c'est un très très bon joueur, un très bon joueur de club qui est resté à Nantes. Je pense qu'il avait déjà eu l'occasion de partir, ce joueur. Et voilà, donc au moins on aurait un joueur de club. Président Létang, si tu entends cette émission, tu connais maintenant le cadeau de Noël qui ferait plaisir à Christophe, même s'il déteste le mercato de l'hiver. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine, donc dernière émission de l'année. Après, pardon, il y a un point important, c'est que les recrues doivent toujours avoir 4 syllabes avec le prénom-nom pour que François puisse faire Ludovic Blas, tu vois. Donc, il faut toujours 4, sinon il est un peu dans la merde. Donc, Ludovic Blas, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Bon, bah, écoute, Mais tu vois, Renildo, il l'a embêté avec Renildo quand Renildo marque. C'est pas pour ça qu'il faut le s'en séparer, hein. On peut le prolonger quand même. N'écoutez pas ces arguments de Julien, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. On va s'arranger et on expliquera à François, notre speaker, comment prononcer un mot de 3 syllabes ou un mot de 5 syllabes. On va se débrouiller. On va se débrouiller. François, qu'on salue au passage. Voilà, donc on termine cette dernière émission classique de la semaine. Je vous rappelle que vendredi, nous tournons dans les conditions du direct la cantine d'Allée-le-Losc, c'est-à-dire le bistrot d'Allée-le-Losc, avec le même principe, avec des intervenants, des piliers de bistrot ou des piliers de cantine, mais qui seront des enfants entre 10 à 12 ans. Le casting est prêt, les enfants sont prêts, ils attendent, ils sont motivés, et nous aurons le plaisir d'être accompagnés lors de cet enregistrement par Fernando D'Amico, donc notre ami qui sera présent et qui adore comment dire, partager avec les enfants. Ce sera l'occasion pour lui. J'ai fait attention à ma phrase, Christophe. Je reconnais ta malice et je me ferai pas piéger. T'étais en mode Jean, allez-y, là, on te voyait glisser doucement dans les graviers. Non, je maîtrise la communication. Je suis presque devenu un professionnel maintenant. Je me ferai pas piéger comme ça. Donc voilà, donc l'émission qu'on va vous proposer pour Noël, ce sera notre cadeau de Noël. Avant de vous retrouver donc pour la rentrée, donc ce sera mercredi 4 ou 5, mercredi 5 janvier, parce que vous savez que le mardi 4, on a un rendez-vous très important avec nos voisins lensois. Donc, mercredi 5 pour la première émission de la deuxième partie de saison, donc ce sera la 15e. On vous attend nombreux. D'ici là, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, merci Christophe pour ta participation. Merci à vous. Merci Julien. Merci François, merci Christophe. Et je voulais remercier tous les internautes qui ont été très actifs encore ce soir avec leurs questions et leurs remarques fort pertinentes. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis surtout, allez le LOSC en attendant le mois de janvier. N'oubliez pas notre rendez-vous avec les enfants samedi prochain. À bientôt. Allez le LOSC. Ho, ho, ho. Bonne soirée.